Je vais, en gros, bon, il y a évidemment des nuances dans toute cette audition, mais sur l'ensemble, nous sommes, je pense, assez d'accord sur à la fois le diagnostic et les risques que nous courons aujourd'hui dans cette phase qui est une phase transitoire. Et comme toutes les phases transitoires, elles se manifestent, en tout cas, elles se caractérisent par les incertitudes sur la gestion du passé et la préparation de l'avenir. Mais pardon? Oui. Plus proche. Plus proche. Voilà. Je voulais quand même, j'étais un peu entraîné par mon élan de la parole comme ça, mais je ne souhaite pas intervenir dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, sans rendre hommage à un certain nombre de nos amis, de ceux qui ont milité pendant des années pour la démocratie, disons, pour la liberté. Mes pensées vont à des gens comme Nordi Ben Khadr, comme Ahmed Ben Othman, qui nous manquent aujourd'hui. Mes pensées vont à Mohamed Sharfi, qui a été mon maître et mon ami, et qui aurait joué incontestablement un rôle et qui n'aurait pas usurpé. Je regrette. Ça fait Farhad qui malheureusement ça a fait disparu et qui a milité toute sa vie et qui vient de disparaître. Voilà. Je voulais dire cette pensée précisément. Et alors évidemment sur le diagnostic on est bien d'accord. Je crois que je ne vais pas trop m'étendre sur le fait que il ne me paraît pas surprenant que ces événements se soient déroulés en Tunisie. La tradition tunisienne, il y a une profondeur historique de modernisation, et j'utilise à dessein ce terme, de la Tunisie qui remonte pratiquement au premier tiers du XIXe siècle et qui est restée sans discontinuité, malgré la parenthèse actuelle dont nous sortons. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Les 23 années qu'on vient de... Voilà, allez, bon. Il y a, à travers cela, me semble-t-il, il y avait sur ces 23 dernières années une sorte de décalage profond entre le niveau culturel de la société tunisienne, de son peuple, et l'inculture manifeste, évidente, l'ignorance fondamentale, à la fois de tout ce qui peut se rapporter à la politique, au sens de la politique, à l'histoire politique, à l'histoire des faits, de ceux qui nous ont dirigés pendant plus de 2 décennies. Et ce phénomène me paraît fondamental pour expliquer que ce ne sont pas des motivations strictement économiques. Il n'y avait pas de revendication, ni se rapportant à l'augmentation du prix du pain, ni pour le baisser. Parce que le dernier discours où il annonçait la baisse du sucre, c'était absurde. C'était absurde et en réalité, dans ce discours-là, on voyait très bien, outre le mensonge que contenait le discours du 13 janvier, l'utilisation des mêmes techniques, c'est-à-dire l'usage de la peur et l'utilisation de la carotte qui consiste toujours à donner de l'argent. Systématiquement, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à des individus, quand il est allé rendre visite à l'hôpital à Bouaziz, il a donné de l'argent à la famille de Bouaziz. Et tout le mode de gestion, je parle de gestion de la société tunisienne et non pas de gouvernement pendant ces 23 dernières années, parce qu'il y a une différence entre le gouvernement d'une société et sa gestion comme une entreprise économique. Il y avait, me semble-t-il, un autre élément dont on n'a pas beaucoup parlé et qui me paraît fondamental dans l'explication de cette exaspération. Parce que l'immolation de Bouazizi n'était pas un suicide. C'était, me semble-t-il, un cri de désespoir et un message politique. Et cette exaspération est liée non seulement à l'étouffement des libertés, à la peur qui était inscrite en nous, en chacun d'entre nous. Il ne faut pas hésiter à le dire. Chaque personne avait peur. Elle avait peur de n'importe quoi. Cette peur-là
me semble-t-il, s'est accompagné d'une rupture du pacte social tunisien qui, lui, est, je crois, sans discontinuité. Et ce pacte social tunisien implicite, il est non dit, il est écrit nulle part, selon lequel on pouvait être riche, mais pas trop riche. Et si on était pauvre, cela pouvait arriver, mais on n'était pas trop pauvre. Et ce pacte-là a été rompu par l'ex-président Ben Ali et évidemment l'ensemble du personnel qui a commandé à la Tunisie. Commandé à la Tunisie, et je crois que cette exaspération s'explique aussi par le fait qu'il a dépouillé la société tunisienne d'une dimension dont ne peut se priver aucune société, qui est sa dimension politique. Il a vidé l'idée d'une politique. Même du temps de Bourguiba, on peut critiquer Bourguiba comme on veut, sur son despotisme, sur sa cécité à la fin de ne pas comprendre qu'il fallait partir. On peut critiquer sur le fait que c'est lui qui l'a choisi comme Premier ministre, comme successeur du président de la République en exercice. On peut le faire. Mais Bourguiba n'a jamais vidé la société, nié l'existence de tensions de type politique, ce qui est constitutif de la société et de toute société. Et dans une certaine mesure, précisément, il est arrivé au bout de cette tentative de vider la société de ses tensions politiques et de sa dimension politique. Alors maintenant, évidemment, la question est de savoir comment passer cette phase transitoire. Il me semble qu'il y a deux éléments fondamentaux. Le premier élément, je crois que c'est, dans une transition comme celle-ci, ne pas ignorer le fait unificateur de toute société, c'est-à-dire l'État. Et l'État, ce n'est pas le gouvernement. L'État, c'est ce qu'il fait. Et il est fait de continuité, de stabilité. Et précisément, ce que Ben Ali a fait, c'est de s'accaparer l'État jusqu'à le faire disparaître. De fondre l'État dans sa personne, de faire s'assimiler, de personnaliser l'État à sa personne. Or, l'État est nécessairement dépersonnalisé, il est institutionnel. Et c'est l'État qu'il faut aujourd'hui, et c'est autour de l'État, me semble-t-il, qu'il faut aujourd'hui que la société retrouve son élément unificateur. De ce point de vue, il est évident que dans ces situations transitoires, les ambiguïtés sont nombreuses. Les risques de dérapage sont extrêmement nombreux. Mais il y a, pour cela, je crois, des éléments qui peuvent être considérés comme des repères, qui empêchent justement ces dérives, c'est de rester au plus proche de la légalité constitutionnelle. Je dis bien le plus proche et non pas de l'appliquer telle qu'elle est, parce que les situations exceptionnelles ont leur solution sur le plan juridique comme sur le plan politique. Une transition ne peut pas se faire de façon instantanée. Il faut de la patience, disait ce matin Ayad Belachour dans une interview sur une radio française, il faut de la patience pour la démocratie. Et l'un des éléments constitutifs de la démocratie, c'est aussi de la patience. Il faut le temps, non pas pour que des groupes politiques s'organisent, ce qui est indispensable, mais il faut le temps pour que le peuple soit éclairé sur les choix qu'il est amené à pratiquer à l'avenir. Mais, et c'est le deuxième point, et je terminerai par là, il est essentiel de ne pas considérer que la démocratie est réductible à un mode de sélection des gouvernements. La démocratie, c'est d'abord dans la vie quotidienne. C'est l'exercice des libertés individuelles. C'est la séparation de l'espace privé et de l'espace public. C'est la préservation des libertés fondamentales qui pèse, qui est l'obligation de la majorité qui viendrait à gouverner. La démocratie, ce n'est pas un blanc-seing qui est donné à la majorité, quelle qu'elle soit et quel que soit son projet. Et pour cela, si l'idée d'une citoyenneté véritable doit s'organiser, c'est incontestablement autour du droit, c'est-à-dire d'un droit neutralisant tout ce qui peut le pervertir, c'est-à-dire d'un droit sécularisé, neutralisant les questions ethniques, neutralisant les appartenances religieuses, plaçant les citoyens à pied d'égalité, aussi bien pour la jouissance des droits
que pour leur exercice. Et pour cela, il me semble personnellement que l'un des critères fondamentaux qui montreront, qui seront l'expression du succès ou de l'échec de l'expérience inédite et incontestablement inattendue sous cette forme-là. Tout le monde savait que Ben Ali ne pouvait partir que dans la violence. Mais personne n'avait imaginé cette forme de révolte absolument spontanée, parce que aucune personnalité, aucun groupe politique, aucune idéologie n'était derrière. Il n'y a pas eu de slogan idéologique, c'est quand même surprenant, rien. Hein. Ni la nation arabe, ni le libéralisme économique, ni l'islamisme n'était invoqué. Et il me semble, je crois, que la question de la préservation, du renforcement des droits de la femme ont utilisé dans le rôle n'est pas seulement dans le rôle qu'elle a joué pas seulement dans la chute de Ben Ali, mais dans la résistance pendant ces 23 dernières années était capitale. Et je crois que souvent, et vraiment je ne le dis pas par démagogie, je l'ai toujours pensé, et Sophie peut en témoigner, je le pense encore plus aujourd'hui, sans les femmes, ce qui est arrivé en Tunisie ne serait pas arrivé. Alors, il s'imposera, je crois, à la Tunisie deux grands chantiers. Deux grands chantiers. Il y a le chantier de l'école. Parce que la démocratie en appelle à un changement radical de mentalité, de la manière de vivre ensemble, de la manière de se voir. C'est un chantier extrêmement important. Nous avons eu des expériences, celles qui ont été menées par Messadi sur la durée, qui a donné des résultats importants. L'expérience menée par Mohamed Chafi, mais qui a été dévoyée tout de suite après son départ. Et je crois qu'il y a un autre chantier, non moins important, parce qu'il est fondamental pour la préservation justement des libertés individuelles, c'est le chantier de la justice. Et le chantier de la justice n'est pas simplement lié ni à la corruption, ni à des modalités d'organisation des tribunaux. Il est lié à la formation des magistrats. Et ce fait me paraît extrêmement important. Il n'a pas encore, je crois, retenu l'attention qu'il mérite. Alors je veux bien garder espoir, mais je crois qu'il faut aussi ne pas perdre de vue les risques majeurs de régression, et je vous remercie.